Est-ce que ça va, ça? Ça va, ouais. Ouais, Ça va. ok. Donc, alors, vous avez des explications ici, ça va? Donc, vous pouvez revenir. Donc, moi, je vais continuer ici. Je vais vous montrer comment générer sa base de données. Donc, alors, ici, ce qu'on va voir, on va voir donc, les tables changelog, lock, et la table changelog. On va voir un petit peu les fichiers changelogs et en même temps les changesets. Et je vais vous faire une démonstration sur Medismart. J'inviterai tout le monde à travailler sur l'exemple Tact CRM en s'inspirant encore une fois de Medismart et en vous invitant à revenir sur ce schéma mental ici et bien comprendre la chose car toute la suite en fait va être basée sur ce schéma. On va simplement implémenter les différentes briques. Ça va? Moi, je vous ai préparé un peu la structure car tout le monde sait créer un package. Eh bien, je l'ai fait. Comme ça, tout le monde sur sa machine a la même architecture. On va pas, un va l'appeler modèle, l'autre domaine, l'autre entité, non. Parce que quand vous allez faire des merges, vous devez tous avoir la même structure et c'est comme ça que ça marche. Je travaille avec des architectes. En fait, on fournissait déjà la base du projet, déjà prête, avec les packages et tout. Comme ça, quand je partage ça avec un autre développeur, bah, lui, il a la même structure. Ça va? Donc alors, ici, ce que je voulais dire, ici, yep, oui. Donc alors, la couche domaine, la couche config que je vous ai dit, donc alors celle-là, la couche config, tac, la couche config, c'est juste un package ici. La couche domaine, c'est ce package. Et la couche repository que vous voyez là, repository, c'est celle-là, repository. Bah, pour l'instant, on n'a pas encore vu la couche service, donc il ne fait pas partie du projet parce qu'on va faire évoluer ce projet. Ensuite, vous avez la couche DTO. Et cette couche DTO va contenir les DTO, alors les objets qui vont transiter entre donc, la couche présentation et la couche service, les DTO. Voilà. Donc alors, yep. On va se poser la question, donc c'est le pourquoi. Donc, avant de voir comment, il faut être convaincu que voilà, on a besoin de cette technique. Et bien pourquoi? Parce que le développement de l'application, donc par une conception waterfall, est mauvais. Donc alors, rend difficile une modification de la base de données par après. Donc vous créez par exemple, je ne sais pas moi, vous créez une facture. Et donc alors, vous disparaissez pendant 3 ans. Et vous montrez votre application à votre client. Donc alors, vous êtes tout fier, voilà, graphiquement et même au niveau fonctionnel. Mais votre client, il va vous dire, oui, mais après 3 ans, vous venez avec un système qui n'a même pas un système de statut sur les factures. Moi, je ne suis pas content. Et vous avez crevé pour rien. Donc, c'est ça le waterfall, en fait. Nous, on travaille par agilité, donc avec une méthode itérative. Et donc alors, oui, après peut-être une semaine de réflexion, on travaille l'essentiel et on montre au client. Ah oui, c'est J'ai pas bien génial. compris là, ton waterfall. Qu'est-ce qu'il Oui. a le client au bout de 3 ans là? Il est pas content, pourquoi? Donc alors, ce qui se passe en fait, donc ici, tu rencontres le client, tu Ouais. collectes ses besoins. Je vais Ouais. te montrer avec une illustration, donc waterfall versus agile, image. Et donc alors, est-ce que ça c'est bien? Donc alors, quand tu développes une application en mode donc waterfall, si je peux l'afficher en grand. Ouais, on fait tout d'un coup, en bloc. Ouais. Oui. Donc alors, ce qu'on fait, donc on commence par la collecte des besoins. On passe à la conception. Et ensuite, ça c'est l'analyse fonctionnelle qui fait ça. Le développeur va prendre la main, il va commencer son développement de l'application. Il va tester, on va tous tester, et puis après, on va passer à la maintenance. Donc alors, ça, souvent, ça se fait en un an et demi, selon la taille du cahier des charges. Et donc alors, le client n'est intervenu qu'après la phase du testing. Or, on a passé beaucoup de temps ici,
Et on a beaucoup, beaucoup de chance, en fait, donc, de tomber sur un client mécontent. Pourquoi? Parce qu'on est disparu pendant 3 ans, en fait, à faire tout ça. On n'a jamais inclus le client dans le process, en fait, ou bien le product owner, dans ce process d'industrie logicielle, dans la création de son logiciel. Et ça ne va pas. Ce qu'il faut faire, c'est travailler par agile, c'est-à-dire par des petits modules. Et à chaque Ouais, mais, module, on va suivre le même ouais. schéma, mais d'une manière itérative. Mounir, tu es quand même protégé par un cahier des charges signé au départ. Oui, et ça se fait dans le cadre des grandes structures, comme par exemple les ministères, les grandes plateformes. Donc alors, eux, pour faire une modification sur quelque chose, il faut que ce soit signé par une dizaine de personnes. Et donc alors, eux, ça leur convient mieux ce mode de fonctionnement. Voilà. Ici, je ne vous dis pas qu'un mode est mauvais par rapport à un autre. Il faut l'utiliser dans le bon contexte. Mais même, je vous le dis, hein, j'ai travaillé dans différents ministères. Et on a commencé à inclure ce système d'agilité et forcer les responsables en fait à adopter cette manière de faire, car ça nous épargnait beaucoup de mauvaises Ça, c'est surprises cool. à la fin du développement. La méthode agile, c'est plus les petites structures, des grosses structures comme par exemple la CPAM. Si tu travailles chez eux, ils vont pas te faire des trucs qui vont changer tous les 15 jours. Non, ils vont pas le faire, mais crois-moi, ils vont s'y mettre parce qu'en fait, les grosses structures ils vont commencer à adopter ce système. Et là, il y J'ai une a, question, mais oui, même dans les petites structures, on a un cahier des charges. Enfin, je veux dire, dès le moment où on commence à bosser sur quelque chose, on a un cahier des charges et obligatoirement, je veux dire, ok, le client il va être content parce que bon, on va lui monter des petits modules indépendants en mode regarde, ça fonctionne comme ça. Ça va juste, à part lui montrer de temps en temps l'avancement du projet, je veux dire, même s'il change d'avis, il est trop tard, il a signé, c'est fini. Enfin, je veux dire, on va pas commencer tous les 4 matins, ouais, je préfère comme ça, je préfère ceci. C'est pour ça qu'il faut voir en amont, normalement. donc C'est alors pas ici, tout au qu'est-ce long que du projet, un mois, pendant 6 mois, on bosse sur un truc, et tous les mois, il change d'avis, et puis 15 jours avant la fin du truc, il change encore d'avis. C'est un peu. Ouais, mais c'est un aspect, faut réfléchir aussi commercial, c'est-à-dire que le client est roi, il a le droit de changer son application, c'est lui qui paye à la fin, donc s'il voit que bah, sur l'implémentation qui est faite, ça lui correspond, mais pas tout à fait comme ça, c'est à nous de nous adapter, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il est plus judicieux de travailler étape par étape, c'est-à-dire que même si on a un cahier des charges qui comporte 10 fonctionnalités, vaut mieux les travailler une par une et faire voir au client en l'intégrant, en disant j'ai fini la première, qu'est-ce que vous en pensez? Je fais la deuxième, je fais la troisième, et ainsi de suite, que de faire les 10 d'un coup en disant à la fin, je pense que c'est ce que Mounir veut expliquer, c'est qu'à la fin, tu as fait les 10 implémentations, le client, ça lui va pas. Et là, tu as passé du temps à rien, quoi. Ah, mais je parle pas de ça, en fait. Parce que de base, on fait pas tout enfin, on fait pas tout d'un coup. C'est pas ça que je veux dire. C'est plus le fait. En fait, avec la méthode agile, j'ai l'impression que là, enfin, tu fais une fonctionnalité, tu la montres au client, et le client peut changer d'avis en disant je veux pas cette fonctionnalité, je la change, je sais pas quoi, en fait. J'ai l'impression que c'est plus dans ce sens-là. Oui, en fait, vos approches elles sont complémentaires, effectivement. Pourquoi? Parce que toi, Sébastien, à bout de ce que tu dis, en fait, complète ce que Sébastien a dit. Je m'explique. Donc, ici, effectivement, quand le cahier des charges est signé, eh bien, quand le cahier des charges est signé, donc on commence en fait donc l'implémentation. Mais le client a toujours la possibilité de changer en fait pendant le développement, à condition que ces modifications vont faire l'objet d'un change request. Donc, c'est-à-dire ils vont faire l'objet d'un autre devis. On ne va pas dire au client, écoutez, non, nous, on ne change pas. Ben, si on change, en fait, si le client va nous payer ces changements, Voilà. parce que ça va nous Ouais, générer des heures du travail, nous, on C'est n'a aucun ça. problème. ouais, il C'est ça, rallonge. parce que moi en tant que Et là, client, ça si tu me reprend dis non, je redemain. change Vous voyez ce pas, que je veux dire? je paye pas, hein. Et Voilà, puis c'est clair. pareil, il peut changer sa deadline, hein, il peut Bien être sûr, plus flexible. Automatiquement. bien sûr. Donc ici, ça change au niveau de la deadline, parce que c'est au client, en fait, à faire le choix. Nous, simplement, on expose tout, on couche tout sur table. OK, donc vous voulez, par exemple, ces fonctionnalités, il nous faudra encore 2 mois de plus. Vous voulez un livrable le plus tôt possible, on peut vous livrer le premier module, mais le deuxième et le troisième, c'est dans 3 ou 4 mois. Moi, j'utilise une technique, en fait, qui marche tout le temps. C'est qu'à chaque fois, je donne au client le choix. Parfois, je crée des faux choix. Comme ça, ils se sentent en fait rois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait de pouvoir choisir, en fait, que je ne suis pas face à un mur, ça me fait du bien, en fait. Je peux choisir
je maîtrise, vous voyez? Et donc D'où alors, l'intérêt des maquettes avec Wireframe Sketcher. Wireframe Sketcher, et je réponds à Sébastien, non, on n'utilise pas de cahier des charges. Sébastien, il va me dire, mais c'est bizarre. Non, c'est ça notre cahier des charges, en fait. Et ça, je sais, je l'ai déjà fait, ça. Ouais. À ce niveau-là, on n'a pas de cahier des charges, ça, c'est des exemples. Normalement, on fait ça au tout début, on montre ça, puis on voit si la personne est contente, ou si elle dit, ouais, mais je préfère comme ci, comme ça. Mais là, on n'est même pas dans le développement, là, c'est encore avant. Oui, c'est avant le développement. Donc, il faut le savoir, hein, quand vous développez, donc vous n'êtes pas au courant. En fait, le projet commence déjà 6 mois avant. Et alors, avec l'analyste, une fois que le dossier, en fait, donc est prêt, et que la maquette est prête, c'est qu'à ce moment-là qu'on va vous inviter à vous intégrer dans un projet X. Donc, souvent, vous ne commencez pas avec le client depuis le début. Là, je vous parle encore une fois, dans le cadre des grandes structures, hein. Les petites structures et tout, ben, vous êtes l'analyste, le développeur, le testeur. Donc, ça, c'est autre chose. Mais je vous explique un peu les différentes approches. Et quand je dis qu'il n'y a pas de cahier des charges, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'analyse, une analyse ou une réflexion derrière. Sauf qu'en fait, ici, avec la méthode agile, on évite les textes. On fournit des maquettes, des graphes, bien sûr, la documentation, mais sous forme un peu visuelle, interactive, mais pas un document en PDF 500 pages, quoi. Donc, c'est un petit peu le principe. C'est ça, on revient pour la réponse, en fait, donc, de Maxime, c'est qu'en fait, on travaille d'une manière agile, itérative, et à chaque fois, on rectifie le tir, et ça marche, franchement, ça marche, en tout cas, donc pour nous, ça marche. On a pris en charge un projet, un site e-commerce. Même pas une semaine, on a envoyé un mail au client d'assister à la première démonstration. Le projet n'est pas encore finalisé, c'est en cours. Stop. Après, j'ai quand même l'impression que c'est vachement, enfin, que c'est comme ce que tu disais juste avant, c'est donner l'impression au client qui est roi et qui fait des choix. En fait, c'est juste lui montrer quelque chose pour le satisfaire en avance, en fait. On lui donne des petits bouts, on lui donne des petites miettes avant de balancer le truc à la fin. Ce Puis n'est pas même, une histoire de heures. même pour toi, être sûr que tu fais enfin, que tu vas dans la bonne direction, parce que Ouais, des non, fois, ouais. le client, il va te donner des besoins, mais en fait, lui, il sait même pas ce qu'il veut, en fait. Ah ouais, bah oui, mais ça, il y en a plein, ça, C'est rectifier le tir. c'est même la norme un peu d'avoir un client qui dit ça et en fait, à la fin, il change totalement d'avis. C'est rectifier le tir. Rectifier le tir. Donc alors, comme je vous montre ici, donc c'est un site en fait, donc on l'a implémenté. Donc la semaine passée, ça nous a pris 3 jours pour, vous voyez ce que je veux dire, pour mettre déjà le. Normalement, cette page n'est pas censée être accessible, c'est protégé par un login et un mot de passe. J'enverrai un mail au développeur juste après pour qu'il la protège avec un login et un mot de passe. Donc alors, on met. C'est bien. Ah ouais, Il va se faire fouetter, lui. non mais Je lui, plaisante il pas. travaille bien. C'est un très bon bosseur. Quand il fait une petite erreur comme ça, ce n'est pas grave. Mais si c'est grave, parce que montrer au client quelque chose qu'il ne doit pas avoir à un instant T, pour moi, Ouais. c'est grave. Parce qu'il y a une stratégie, en fait. Il y a parfois des choses qu'on fait à l'avance et puis on. Voilà. Mais bon, question de planning. Et donc, alors, au niveau, à la place des images, ben, on a mis des images avec des sizes comme ça. Comme ça, lui, il sait ce qu'il doit nous fournir. Il va regarder, il va nous dire, ah oui. Oui, ça me va. Bon, cette section, ça me va pas. Je veux que vous l'enlevez. Bah, vous l'enlevez, c'est tout. Pam. OK, newsletter, je ne suis pas prêt pour les newsletters maintenant. Vous le cachez. Et donc, alors, le client, il n'a pas cette surprise. Nous, on pense qu'on va le surprendre. Waouh, on est les meilleurs, regarde ce qu'on a fait. Mais parfois, ça a l'effet inverse, en fait. Il est totalement déçu. Parce que lui, il n'apprécie pas des choses, en fait, qui ne sont pas dans le cadre de sa vision et de son ambiance visuelle, en fait. Vous voyez? Et donc, alors, on a envoyé le mail, hein, on n'a pas téléphoné, on a envoyé le mail. Comme ça, on a une trace en fait, qu'on est les meilleurs et on est performant. Après 3 jours, on était capable de vous fournir quelque chose de concret. Hein, hein, je ne pote pas. Donc alors, euh, c'est ça en fait que nous, c'est ce qu'on fait en fait. Et voilà, c'est vraiment une belle approche. Euh, Et question, pour gagner du temps comme ça, je suppose que la création n'est pas totale. Tu pars pas d'une page blanche, tu viens non, chercher déjà un concept on a acheté. préétabli, c'est ça? Regarde, ce n'est pas compliqué. On se base sur WordPress et on a acheté un thème premium. Je vous ai montré la fois passée et je le ferai en fait cette fois-ci. Je vais vous montrer comment les développeurs gagnent de l'argent, mais d'une manière un peu. Ils explosent leur chiffre d'affaires, mais vous n'imaginez même pas.
500 000 euros, 600 000 euros, donc 300 000 euros, rien qu'avec un témoin de Mm. presse. Et puis, il faut savoir que les c'est- développeurs, ils gagnent le plus d'argent qu'on se fait, c'est pas sur le développement, c'est sur la maintenance qu'il y a derrière. Parce que quand on fait un site comme ça, ensuite, on fait payer genre pendant plusieurs années la maintenance. Et ça coûte. C'est Ah ça. bah Sébastien, moi j'ai des abonnements pour des maintenances en fait. Et donc alors, j'ai développé avec un collaborateur un module pour faire des domiciliations électroniques. Je ne fais rien. Donc à la fin de chaque 3 trimestres, en fait, il y a voilà. Donc j'ai des gains financiers et je ne fais presque rien. Ça me prend parfois 1 heure sur le trimestre. Mais Et ça, parce que c'est c'est de bien l'argent fait, c'est ça. passif, ça. C'est ce que j'allais se dire. Ouais. C'est quoi Passif. ta maintenance exactement? Parce que quand tu fais ton livrable, il est censé être fonctionnel. Ouais, mais il y Et a les mises à jour des versions des langages, tout évolue. non, Genre non, un mais jour, le comment HTML, il va encore monter, il y aura une nouvelle version qui va arriver, une version mineure, majeure, n'importe quoi. Et par exemple, les frameworks qu'on utilise, ceux-là, ça change très vite. Et du et coup, il y a des nouvelles c'est toujours fonctionnalités, valable. il y a des choses qui Regardez. sont... Donc, pour regarder ça bien, parce que voilà, moi, je vois vraiment ce qu'on appelle le watchdog, le chien de garde, là. Parce qu'en fait, donc, je vois un petit peu par rapport au timing et tout. C'est un sujet qui peut être intéressant, hein. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous là-dessus, mais je ne vais pas le faire maintenant. Si vous êtes intéressé, on peut faire un truc, mais en dehors des heures de formation. Je vais le faire, en fait, simplement. On peut faire une petite session de 40 minutes ou peu importe. On pourra discuter là-dessus. Ça pourrait sous forme d'une masterclass, c'est-à-dire que voilà, une fois que vous êtes peut-être une soixantaine, parce que pas forcément vous, il pourrait y avoir d'autres développeurs ou bien de votre entourage, donc ils sont intéressés par cet aspect de maintenance. J'organiserai peut-être une masterclass et on le fera, mais en dehors de la formation, ça va. Parce qu'au niveau de la maintenance, Maxime, vous avez la maintenance préventive, corrective et le support. Donc rien que dans la maintenance, vous pouvez vendre plusieurs produits. Et là, je négocie avec le client. Donc, vous voulez préventive et corrective? Ok, allez, 70 € l'heure. Ou bien, je ne sais pas, moi, 150 € par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et au client, encore une fois, je donne le choix au client. C'est au client à choisir la formule Je qu'il sais ce veut. que c'est la maintenance préventive, corrective, etc. Mais appliqué au développement, je vois pas trop parce que quand tu fais ton livrable, ça bouge pas, il n'y a pas d'usure, quoi. C'est de Je donne l'informatique. 2 exemples et tu vas comprendre. Non, mais si, tout évolue, les technologies évoluent, et par exemple, les Mais, navigateurs aussi évoluent. Par exemple, mais même, Flash, qui est je veux plus dire, très ce que tu as rencontre, écrit il y a il y des a 5 langages, ans, un c'est pas jour, valable. les anciennes versions seront pas compatibles. Enfin, d'ailleurs, les frameworks comme jQuery, Bootstrap, etc., quand on va sur leur site, on peut voir, selon les versions des navigateurs qu'on a, ça n'est pas forcément compatible. Il peut y avoir des artefacts, il y a des problèmes, il y a des soucis. Du coup, il faut de temps en temps venir, mettre à jour, mettre les dernières versions, juste même si c'est juste changer les CDN, voir si ça fonctionne, enfin, ce genre de conneries. Il n'y a pas que ça, je dis ça comme ça, mais... Alors, après, je pense que voilà, c'est de la gestion de projet que Mounir est en train de faire, et tout ce qu'il est en train de dire là, je pense qu'il faut vraiment les prendre en considération, parce que c'est exactement ce qui se passe en entreprise en fait. Que ce soit la maintenance préventive et la maintenance dont tu viens de parler, c'est ce qui se passe. Au niveau aussi de la méthode agile, aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue très fort. Donc, du coup, la méthode classique qui était utilisée, elle a fait ses preuves, hein. La méthode classique, c'est, comme il a mis là tout à l'heure, le waterfall, elle a fait ses preuves. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où, quand on utilise une méthode où ça ne fonctionne plus, le client, il est exigeant, il a ses contraintes. On est obligé de s'adapter un peu avec ce qu'il fait. Donc, du coup, on est obligé de fonctionner avec la méthode agile. Dans 80% des projets qu'on va faire en tant que développeur, on sera en mode agile. Ça, c'est. C'est ça. Mettez-vous ça directement dans votre On aura tête. l'occasion d'en reviendrai là-dessus avec une vidéo en fait que les autres ont vue et qui est vraiment très très intéressante et je l'ai regardée au moins une trentaine de fois. Croyez-moi, au moins une trentaine de Ouais, fois. alors Mounir, Beaucoup de admettons ton Medismart, là, tu le commercialises. Qu'est-ce que tu vas proposer aux clients comme maintenance préventive? Pour maintenance préventive, oui, Ouais, je peux proposer beaucoup de choses, hein. prévention. Donc alors, j'ai un exemple d'un contrat de maintenance que j'ai vendu. Je vais peut-être vous le montrer. Et après, on va continuer à savoir parce que c'est un sujet qui est intéressant, mais voilà, on ne doit pas s'éloigner un peu du. Voilà. CTRL F, Alt, tac, station, yep.
Yep. Donc alors, ok, donc ici. Donc alors, les points en fait donc ils sont un peu confondus ici. Donc alors, pour un site comme celui-là, nous on propose chaque fois des SSL ici. Et on passe pas tout à l'heure en crypte ou bien on achète des contrats pour l'utilisateur. Donc lui, il va devoir payer par mois, par an, parce qu'on paye en fait ces certificats. Donc on travaille, comment dire, donc l'hébergement donc sur des serveurs, donc le migrant, donc voilà. Ensuite, donc des sauvegardes, parce que on doit sauvegarder en fait, donc on doit créer des sauvegardes, comme quoi s'il y a un piratage de quoi que ce soit, on peut faire marche arrière. Il y a les dossiers, les bas, bah, d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de voir. Il va y avoir donc des, vous voyez ça, ce sont des tables à ça. Ces tables qui vont contenir des logs. Ça, c'est pour la génération de la base de données, mais il va y avoir des tables qui vont contenir des logs. C'est-à-dire, quand on va auditer une application, on va stocker tout dans une base de données. Il va falloir purger ces tables de base de données. Donc, c'est-à-dire, il faut les vider. Parce qu'à un moment donné, moi, je me suis retrouvé avec 5 gigas rien que dans une seule table dans une base de données. Pourquoi? Parce qu'on a oublié de ne pas loguer les messages d'avertissement dans un environnement de production. Voyez. Donc alors, il y a quand même des tâches en fait à faire. C'est comme une voiture. Tu achètes une voiture, tu vas devoir faire ton entretien annuel. Bah, pour une application, c'est la même chose. Et je peux t'en trouver beaucoup, Oui. beaucoup de tâches comme ça. En partie mécanique, je connais, je veux dire, il y a de l'usure. Hein, c'est normal qu'on fait de la maintenance. Mais en informatique, qu'est-ce que tu veux maintenir? Ton système, s'il est stable, 10 ans après, il sera encore stable. Bah, Non, non, le pas le forcément. problème, Justement, non. C'est à jour de juste navigation web. j'ai un axe, c'est Mhm. le fait que en fait, au fur et à mesure du temps, il y a des failles de sécurité qui sont trouvées en fait dans certaines versions de frameworks, etc. Et du coup, il faut mettre à jour en fait. Tout à fait. Par exemple, La version PHP qui par exemple, devient donc la obsolète. version de langage qui peut changer, Ouais. donc la version du navigateur qui peut changer, donc les frameworks côté client, que ce soit jQuery, Angular, peu importe, donc il évolue. Morgan, la fois passée, avait fait la remarque sur un point, j'essaie de me rappeler. Oui, vous voyez là, avec Eclipse, donc ça ne marchait pas chez lui, je pense, je ne sais pas, il y avait un truc qui ne marchait pas. Mais de la formation passée à cette formation, bah, il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein. Même dans les C'était la outils de version développement. d'Eclipse. Voilà la version Pour aller au d'Eclipse. store, en fait, je voulais télécharger Spring Boot et il n'y avait plus la bonne version. Il n'y avait plus la bonne version. Du jour au lendemain, il y a des choses qui changent. Je vais clôturer, si vous permettez, ce point, comme ça je peux avancer et qu'on puisse. Mais on peut revenir là-dessus à un autre moment. Voilà. Donc, alors ici, donc, par rapport à la génération des tables, on aurait besoin donc d'une table changelog, et puis des fichiers changelog et les changeset. On regardera ça de suite. Donc, vous avez vu un petit peu la différence entre le waterfall et puis alors la méthode agile. Donc, sachez que la base de données se doit évoluer en même temps que le code afin d'avoir une application évolutive. L'exemple des statuts, des factures, eh bien, vous allez devoir modifier et dans le code et dans votre schéma DDL de votre base de données. Hein. Gladys, DDL, c'était quoi encore? DDL. Gladys. C'est design, je crois. Data. Oh, je me souviens plus, c'était encore quoi? Bah, Data. Data definition. Data Definition, Definition language. language, oui, c'est ça. DML. Sylvain ou Pierre. Data modeling, quoi. Data. Modèle. Manipulation, peut-être la manipulation de C'est ça, manipulation, exact. langage. Yes, de la même manière qu'on l'on teste le code, il est important de tester la base de données, c'est très important, ça va? Ok, donc alors, nous on va utiliser un framework qui est gratuit et qui fonctionne, qui a fait ses preuves et qui est utilisé, d'accord? Sachez que c'est la même chose hein, donc en .NET et en PHP, d'accord? Je donne des formations en .NET et en PHP, c'est le même principe, c'est du copier-coller. Les technologies ne sont pas les mêmes, les frameworks ne sont pas les mêmes, mais le principe est le même. C'est pour ça que je vous incite à être focus avec moi sur le principe. Liquibase, en traçant et en gérant les modifications d'une base de données à l'aide d'une librairie comme Liquibase, qui est une librairie open source permettant de tracer et gérer les modifications d'une base de données. Tac, tac, tac. Il y a une répétition ici, je vais corriger ça. Oups. Donc alors, ici, ce qui se passe en fait, c'est que ici, vous avez une base de données,
votre code évolue et la base de données aussi, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va créer des petits deltas. C'est comme quand vous sauvegardez votre ordinateur. Eh bien, c'est la même chose, hein. Vous faites dans un premier temps une sauvegarde complète et puis vous sauvegardez les modifications. Donc alors, d'une version à l'autre, on fait ce qu'on appelle des change sets. D'accord? Donc les change sets, et on peut avoir de 1 à n change set. Hein? Ces change sets, comme vous allez voir tout à l'heure avec moi, ils sont générés et stockés dans un fichier XML qu'on appelle changelog. Un changelog, il peut contenir de 1 à n change set. C'est quel slide ça? Donc c'est le 5. Oui, désolé, donc tracer une base de... Ok, donc je viens de mettre à jour le truc. Voilà. Donc alors, je continue. Donc alors, c'est ça le versionning d'une base de données, voilà, c'est simple. Donc ici, pour pouvoir le faire, on a vu le pourquoi, maintenant on voit le comment. Si je fais comme ça. Ah, tant pis. Donc alors, hop, je reviens. Je vais sur le... Voilà. Je veux voir le comment. Je reviens sur mon PDF. Je voulais simplement essayer si je peux cacher ce menu de gauche, mais pas moyen. C'est pas grave. Ouais, c'était mieux Google. Ouais, parce que ça diminue bien la fenêtre quand même. Ouais. Oui, ouais. Mhm. D'accord. Ok, et donc alors pour que Liquibase donc, puisse fonctionner, ben, en fait, à son premier lancement, il va automatiquement créer deux tables sur votre schéma. Donc alors, il va créer la table database change log lock. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va nous permettre à Liquibase d'assurer que personne ne fait une mise à jour concurrente sur la base en même temps que vous. Une chose qui est vraiment très probable si vous travaillez donc sur des projets de petite moyenne taille. Vous n'allez pas être à deux à modifier la base de données, le schéma de la base de données en même temps. Je parle du schéma ici. Mais Liquibase, en fait, il a son mécanisme donc, pour nous protéger contre ce genre de scénario au cas où si ça se présente. Ensuite, donc vous avez la table donc database change log. Et par contre, beaucoup plus intéressant, cette table va servir à indiquer à Liquibase quels change sets ont déjà été exécutés. Donc pourquoi? Parce que les change sets, ceux-là, on va les stocker dans la base de données. Si on lance Liquibase 2-3 fois, eh bien, bah, à la deuxième fois, on ne va pas réexécuter la modification qui a été effectuée la toute première fois. Donc c'est pour ça qu'on a pour chaque change set une sorte de statut qui va nous indiquer si le change set a été consommé ou pas, a été utilisé ou pas. C'est ça le rôle un peu de la deuxième table. Ça va? Bon, c'est un peu la papote interne de Liquibase. On n'a pas besoin d'aller chipoter dedans. Mais sachez que, voilà, sachez que ça... C'est ce que j'allais te demander, c'est pas apparent en fait. C'est dans Liquibase que ça se génère tout ça. Les changelogs. C'est dans votre base de données que ces deux tables vont être générées. Donc, ce n'est pas à vous à aller les créer. Voilà, et on les voit pas. Si. Ah, on les voit quand même? Si, on les voit, ouais. Je me souviens pas de les avoir vus. Voilà. Si on les voit, mais nous, on va plus travailler sur les fichiers changelog, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, donc les changelogs. Donc, alors, ils contiennent quoi? Un ensemble contiennent un ou plusieurs change sets. Donc, un changelog contient un ou plusieurs change sets. Hein? Et chaque change set correspond à une opération sur la base de données. Hein? Ce sont les fameuses requêtes select, delete, update, create. Hein? Donc, lors d'une mise à jour de celle-ci, donc tous les change sets seront alors exécutés dans l'ordre où ils ont été définis dans le fichier changelog. Ces change sets seront alors appliqués de façon atomique sur la base. Donc, alors, votre base de données va contenir des change sets et chaque change set va contenir des opérations. Sauf qu'ici, vous n'allez pas voir les select ou bien create table, machin. C'est des fichiers XML contenant des ordres à exécuter par le moteur de la base de données. D'accord?
Donc là, par exemple, vous avez la table type paiement. Cette table va avoir un attribut ID de type INT et qui est auto-incrémenté. On va le désigner en tant que clé primaire, donc ici, sous forme d'une contrainte, en attribuant à la clé un nom. Donc la bonne nouvelle, c'est pas à vous à créer tout ces lignes de code, chose qui est hyper verbeuse. Tout ça est généré pour vous automatiquement. Généré? Oui, ben oui, généré. Mais à partir de quoi? Comment elle sait que moi, ouf, petit, tac. Comment elle sait que moi, j'ai utilisé un champ description ici avec un varchar 255? Eh bien, ben oui, il le sait. Donc pourquoi? Parce que si tu vas dans, c'était quoi encore? Quelle table? Type de paiement. Si tu vas dans type paiement et que vous allez voir ici dans description, c'est ici que vous allez spécifier ce qui va être généré dans la base. Et lui, simplement, il va aller scanner, scruter votre code, récupérer toutes les entités et aller les définir ainsi. Et là, on revient, et c'est généré grâce à une cascade la fameuse cascade des couches, en fait. Parce que là, tu reviens dans la couche service et tu redescends dans repository, etc., pour arriver à la base de données. C'est cette cascade-là qui permet de savoir les colonnes avec le nom, etc., toutes les descriptions, etc. Non, je ne suis pas encore dans cette cascade. Des secondes. Là, tu es encore dans domaine, en fait. Moi, je ne suis pas encore dans cette couche, en fait. Moi, je suis toujours là. Ouais, c'est ça. Je ne suis qu'ici, la couche domaine. Et le descriptif, en fait, que j'ai fait, donc c'est dans cette couche domaine, parce que regarde, c'est dans le domaine que j'ai mes entités ici. Et alors, pour pouvoir générer des tables de l'SQL à partir de mes classes Java, je vais passer par un mécanisme qui s'appelle l'Equibase. Ce l'Equibase, en fait, c'est un plugin, en fait. Ce n'est pas du Une librairie. XML que je stocke dans un dossier ressources ici. Donc, je ne suis pas encore dans cette architecture, ça va? Là, je suis là. Votre GPS, vous sauriez, vous êtes ici. Et on va à chaque fois se balader, en fait, d'une couche à l'autre. Donc alors, moi je suis là, si je continue, hop. Donc ici, je vous ai montré ce que c'est les changelog contenant des change sets, et les change sets, chaque change set correspond à chaque opération dans la base de données. Hein. Et donc alors, je vais un peu plus en détail dans les change sets. Donc alors, on retrouve l'ordre d'exécution des change sets par rapport aux autres. Donc la date d'exécution, le nom du fichier, où se situe le change set et le checksum. Donc du change set et même donc la version de l'Equibase avec laquelle le change set a été exécuté. Enfin, ce sont des informations un peu techniques que vous ne devez pas, vous n'avez pas besoin d'aller donc les coder quoi que ce soit, mais ce serait quand même important de comprendre un peu la philosophie de l'Equibase. Moi qui travaille avec plusieurs langages, voilà, ils sont au même niveau de maturité d'autres plugins, d'autres langages comme PHP et C#. Et donc alors, c'est le bon choix pour moi. Donc alors, si vous regardez ici, vous avez donc alors des change sets avec l'auteur, avec l'ID. Hein, vous avez pas mal de choses ici. Yep. Le checksum. Donc alors, c'est une manière de valider que le change set n'a pas été modifié entre-temps. Donc pourquoi? Parce que ces fichiers, en fait, doivent être générés. On ne va pas aller chipoter dedans. Si on a des modifications à faire, on va changer. Nous, ce qu'on fait, c'est simplement changer ici, dans les classes Java. Réexécuter une commande que je vais vous montrer tout à l'heure, ça va régénérer notre changelog. Ça va générer notre changelog. Et le changelog, elles sont versionnées, comme ça on peut revenir en arrière. On régénère tout ça. Et nous, on agit à ce niveau-là, au niveau des classes, des entités. Ça va? Vous avez une balise rollback dans chaque change set. Il est possible de définir une balise en base. Cette balise, donc avec la table, tap, tap, tap. Donc alors, cette balise, simplement, elle va nous permettre de faire marche arrière. C'est au cas où on doit rétrograder notre base de données. OK. Et donc alors, je vais vous montrer dans une petite démonstration comment ça fonctionne. Et donc alors,
Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'Equibase va nous permettre d'avoir chaque fois une base de données mise à jour. Donc, il y a un plugin à installer et ici, vous savez, hein, comme vous le savez, hein, pour installer un plugin, donc soit alors on va chercher dans le repository Maven. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va copier le plugin distant sur la machine locale dans un repository, dans un dossier partagé par toutes les applications, qui est le .m2, qui se trouve dans votre nom d'utilisateur user. Tac, 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 peu importe. Bon, M2 point, je pense. Voilà, c'est .m2. Voilà. C'est dans ce dossier que le point M2, c'est celui-là, repository, c'est là où vous allez trouver toutes les dépendances et qui sont partagées, par toutes les autres applications. En C#, ça s'appelle le GAC. Voilà, le GAC. Donc alors, ici, pour installer l'Equibase et aller le copier sur votre machine en local, vous n'avez qu'à copier-coller cette dépendance que vous pouvez trouver sur le repo de Maven qui est en ligne. Hein. Et donc alors, si je vais dans le POM, vous l'avez tous compris maintenant. Hein. Donc ici, le POM est un système de gestion de version et gestion de dépendance surtout. Et donc alors, ici, le fait d'ajouter l'Equibase, donc j'ajoute la version ici de l'Equibase, j'ajoute, donc alors il y a des dépendances qu'il faut donc ajouter, et voici ma dépendance. Et une fois que j'ajoute ma dépendance, hein, donc alors ça va être téléchargé en local sur ma machine. Mais il faut savoir que pour que l'Equibase fonctionne, il va falloir utiliser des propriétés, parce que lui il doit savoir par exemple comment il va loguer les timestamps, c'est-à-dire les dates d'exécution du change-set, par exemple. Donc, savoir quelle version on va utiliser de validation, quelle version de Spring Boot, en fait, il doit utiliser. Et voilà, donc ce sont des paramétrages que vous faites une fois pour toutes. Et franchement, ne vous prenez pas la tête avec ça. Il y a des choses que vous devez faire et des choses que vous faites faire par la machine. Donc alors, pour l'intégration, donc l'Equibase, c'est dans la documentation officielle de l'Equibase. Moi, je la partage avec vous ici. Donc alors, vous devez ajouter toutes ces dépendances pour que l'Equibase fonctionne correctement. Hein. Et donc alors, ça c'est très important. Allez dans la racine et créer le fichier, donc l'Equibase.properties. L'Equibase, on va la mettre dans le dossier src main resource. Donc ressources, ici, vous allez devoir créer un dossier l'Equibase. Et dans ce dossier, donc l'Equibase, et dans ce dossier, donc créer un fichier l'Equibase.properties. Je ne l'utilise pas pour l'instant, mais simplement ça va nous permettre de spécifier le chemin vers la base de données. Donc alors, on va générer les changelogs. Par exemple, le fichier master qu'on verra tout à l'heure, donc après la pause, à quoi ça sert. Donc, on peut spécifier le chemin vers ce fichier. C'est en fait donc des paramétrages qui sont faits pour vous par défaut, parce que l'objectif, c'est de vous épargner de passer votre temps à paramétrer et créer des connexions entre les différents frameworks et les différents plugins. Donc, il contient les paramétrages par défaut. On verra tout ça juste après la pause. Et vous allez voir avec moi que donc alors, vous allez devoir spécifier un fichier master.xml. Et ce fichier master.xml on va lire le contenu de ce fichier pour générer les changelogs. Donc alors, vous faites vos implémentations à ce niveau-là, donc au niveau des entités, ici. Et vous laissez la machine faire le reste. Hein? C'est-à-dire, une fois que vous avez configuré votre donc plugin de l'Equibase, quand vous lancez, on va le faire tout à l'heure, je vais lancer une commande ici
la ligne de commande, et je vais pouvoir générer mes change logs, c'est-à-dire qu'à partir de ces classes, je vais générer un manifeste, c'est-à-dire un fichier qui va décrire ces classes. Et alors, quand j'exécute mon application, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais lire ce que j'ai mis dans le master.xml. Et dans le master.xml, vu que j'ai plusieurs changelogs, je vais devoir spécifier un ou plusieurs changelogs. Nous, on va spécifier le dernier, parce qu'à chaque fois qu'on va modifier nos entités, il va falloir régénérer le changelog. Oui, à chaque fois, ben oui, à chaque fois. Mais on ne va pas les faire tout le temps. Sachez que une modification dans le schéma de la base de données se fait en moyenne en donc 2 ans parfois. Ça dépend, ça dépend du secteur d'activité. Ben, parfois 5 ans, il y a une base de données qui n'évolue que, allez, très peu. Par contre, les données dans la base de données, c'est tous les jours. Ajouter un client, supprimer un client, modifier un client, c'est tous les jours. Donc alors, à chaque fois que vous changez vos relations, vos entités ici, vous régénérez un changelog, vous allez le spécifier dans la master.xml et vous lancez votre application. Et si vous ajoutez un champ, par exemple, à votre entité facture, eh bien, il va être reflété sur votre base de données automatiquement. Mounir, j'ai une question par rapport à ça. Oui. La dernière fois, tu expliquais que si on avait une erreur qui se produisait, il fallait qu'on sache ce qui s'était passé pour pouvoir la corriger. Est-ce que c'est à ça qui servent les changelogs et les changesets? C'est pour voir à quel moment il y a eu un bug ou ça n'a rien à voir? Donc ça n'a rien à voir. En fait, quand vous avez une erreur, vous devez avoir une traçabilité. Et ça, c'est ce que je veux vous montrer dans 2 modules en fait. C'est ça, ce que tu dis toi en fait. C'est les logs. Tu vois les points logs, ça c'est autre chose. Ah d'accord. Si j'ouvre un log, vous allez voir, vous voyez, là par exemple, il y a une erreur, user not found, ça a été logué en fait, avec la date, l'heure, le type d'erreur et le détail de l'exception. C'est comme ça que le développeur va, tac. Oui, mais dites-moi, c'est quand l'erreur s'est produite, madame? Oui, c'était, je ne sais pas, oui, mais dites-moi pour vous aider. Oui, le 10, blabla. Ok, d'accord, ok, taf, taf, taf. Lui, il va voir, il va vraiment aller dans le fichier, et le numéro de la ligne, il va corriger. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps que vous gagnez, mais c'est énorme, quoi. Vous voyez? Je vais vous montrer tout ça. Donc, je ferme la parenthèse, je reviens sur les changelogs. Là, je suis en train de générer la base de données. C'est tout à fait un autre contexte. Ça va? Donc alors, une fois que j'ai fait ça, oui, une fois que j'ai fait ça, donc ici, ça c'est le contenu du fichier master.xml, c'est celui-là. Il ne contient pas grand-chose, hein. Le master, voyez-le comme un moyen qui va nous permettre de choisir le changelog qu'on veut exécuter, vous voyez? Ni plus ni moins. Et les changelogs, voyez-les comme un moyen, comme ils vont interpréter les modifications qu'on a apportées dans le code. Donc vous, développeurs, vous interagissez là, en fait, vous voyez? C'est vraiment simple, hein. Ne vous laissez pas démotiver par les configs que je vous ai montrés. Mais attention, si vous exécutez la commande que je vais vous donner juste après la pause, ça va chaque fois vous créer un nouveau fichier ici. Ce que vous devez faire, c'est aller chercher le nom et aller le spécifier à ce niveau-là. C'est tout ce que vous avez à faire. Ça va? Donc ça, c'est le master.xml. Moi, j'ai détaillé un peu trop dans les supports parce que mon objectif, c'est de vous rendre les plus indépendants possible et dans vos masterminds, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Vous n'êtes pas là juste pour écouter les autres discuter. Vous allez apprendre des choses, mais vous n'allez pas apprendre l'essentiel. C'est mener. Si à un moment donné, vous prenez la parole et vous débattez, vous discutez, ça c'est très important. Donc alors, je continue à ajouter un dossier de changelog dans le répertoire Liquibase, c'est celui-là. J'ai une question. Oui. En fait, le changelog, il est super pratique dans le sens où c'est là où on va aller à chaque fois qu'on fera une mise à jour de la base de données, tout simplement. Mais quand je dis mise à jour, c'est pas les données qui rentrent, c'est quand on change la structure ou quand je fais une mise à jour, par exemple, sur le site web, sur l'application, qui va me demander de changer la formation, enfin la structure des bases de données. Du schéma de la base de données, effectivement, ouais. Donc du coup, c'est pas pour les bugs, c'est juste pour voir comment c'est fait, c'est tout.
Exactement, Sébastien. Tu as tout compris là. D'accord. En fait, c'est changelog, je pense à changelog, je me dis changelog comme tous les logiciels où des fois il y a des mises à jour et puis ils t'ouvrent le changelog dans un bloc-notes. Donc ça, c'est autre chose, c'est ce que je vous ai montré la fois Et passée. on peut mettre nos commentaires dans le changelog une fois qu'il a été généré, on peut. Oui, vous pouvez les mettre, hein. Bien D'accord. sûr. Ça, c'est un commentaire, hein. C'est comme de l'HTML, là, vous avez fait de l'HTML. Oui. Donc alors, voilà. Ici, donc alors, intégration Liquibase, tac, tac, tac. Attention, assurez-vous que la base de données ne contient aucune table. Donc alors, petite démo, ici en live. Yep. Regardez avec moi. Il ne fallait pas que je clique ici parce que je l'ai déjà. Hop. Yep. 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 Donc je vais. Donc, voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai le Apache et puis MySQL. Pourquoi les deux sont encore d'exécution? Parce que MySQL tourne sur le serveur Apache en fait. Pour ça, je suis obligé d'avoir le serveur web Apache qui n'a rien à voir avec mon développement Java. Ça, c'est juste pour pouvoir lancer MySQL et pour pouvoir avoir l'interface PHP-MyAdmin. Vous voyez? Donc là, je vais vous montrer comment je vais générer les tables. C'est juste magique. Donc alors, ici, je suis Et dans... du coup, Mounir, excuse-moi, genre Liquibase, en fait, il intervient tout le temps, genre même quand tu as une connexion ou une transaction ou... Non, 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 non. Non, ok. Liquibase, tu le fais pendant la conception. Parce qu'une fois que tu as fixé le schéma de ta base de données et que le schéma, la structure ne va pas changer, non, tu n'as pas besoin de... Voilà. Ok. Juste le schéma, quoi. Juste le schéma, voilà. Ok, merci. Je t'en prie. Donc ici, je vais supprimer toutes les tables. Je vais vider ma base de données. Je ne vais pas la supprimer, d'accord? Je vais supprimer les tables, pardon. Donc, les tables, je vais les supprimer. Yep. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. J'ai mes Smart DB, je n'ai aucune table. Hein? Et bien, regardez ce que je vais faire. Yep. J'ai terminé la conception de mes... Je suis dans mes Smart, hein? De mes tables. Ici, par contre, pour la démonstration, je vais quand même mettre les relations. C'est ce que vous allez voir avec moi après avoir terminé Liquibase. Je vais lancer donc alors la commande qui va me permettre donc de générer un nouveau changelog. Là, vous voyez, j'ai 3 ici. Donc, supposons que j'ai changé mes schémas. Ici, je termine mes changements. Ensuite, je vais lancer la ligne de commande. Petite astuce, vous faites un clic droit sur le projet, vous allez sur Show in Local Terminal. Bon, j'y étais, mais bon, comme ça, je suis dans le répertoire directement. Vous voyez ici. Donc, form backend Smart. Et là, je vais taper ma commande. Donc, c'est mvn, espace, c'est dans le support, hein, ça va? Liquibase, 2.diff. Enter. Ce qui va se passer, je vais avoir un nouveau changelog, hein, contenant mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cette commande va aller voir dans la base de données, d'abord, pour aller comparer s'il y a des tables. Parce que si vous avez déjà des tables, il ne va pas les recréer, il va les ignorer. C'est pour ça que je les mets en rouge. Ici, c'est très important d'être sûr que la base de données est vide, ne contient aucune table. Ça va? Donc, elle est en train de créer, vous voyez les commandes là? Tac, 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 elle est en train de générer votre fichier XML. Elle a lu votre base de données actuelle et la comparée avec les entités que vous avez ici. Donc, je vais faire un petit refresh ici. Yop, voici mon nouveau changelog. Si je l'ouvre, j'ai mes change sets qui va me permettre de créer mes tables. Bah, simplement, j'ai traduit ce que j'ai comme entité ici dans un seul fichier XML là. Maintenant, est-ce que mes tables vont être générées ou pas? Déjà, non. Non. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait maintenant, c'est simplement traduire mes Java, mes classes Java, à un fichier .xml, mais je n'ai pas encore exécuté ce fichier XML. Je n'ai pas encore exécuté ce fichier XML. Je vais l'exécuter maintenant. OK?
Pour l'exécuter, hein, ça c'est le pourquoi, et c'est très important que vous compreniez le pourquoi. Maintenant, vous allez voir le comment. Simplement, je prends le nom de mon fichier changelog là. Je vais dans mon fichier master.xml, je vais le spécifier ici. Attention, n'oubliez pas le .xml. Ça va? Je sauvegarde. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais lancer mon application. Et lors du lancement, c'est à ce moment-là qu'il va créer les tables. Spring Boot, run. Attention, n'allez pas chercher les tables après avoir exécuté la première commande. Il y en a qui vont tomber dans le piège, ça va? Ah oui, mais ça ne marche pas, non. Ce n'est pas que ça ne marche pas, ça se fait en deux temps. Le premier, c'est la conception, la création des fichiers XML, avec la commande que vous aurez dans le support, que vous avez, mvn liquibase 2.diff. Et la deuxième étape, c'est lancer son application simplement. Et quand on lance notre application, c'est à ce moment-là qu'il va aller lire le changelog et il va créer votre schéma. Car, vous l'avez constaté avec moi, vous n'avez pas de table. On va le laisser terminer. Et puis, on va faire la pause, promis. Entre-temps, je ne sais pas si... Voilà. Il est en cours. Et voilà, started. Donc, je vois started, voilà, c'est bon pour moi. Je suis dans un environnement de développement. Donc, je vais maintenant rafraîchir ma page. Rafraîchir et hop. Voici toutes mes tables. Avec les structures et tout. Les colonnes et tout. Tout a été fait pour moi. Si je vais dans le concepteur, bah, même avec les relations, vous voyez là, c'est génial, non? Tout a été fait pour moi. C'est magique. Je gagne beaucoup de temps avec ça. Ça, vous voyez un petit peu? Ouais. Voilà.